Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 27 novembre, il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDJ-FM. Au programme aujourd'hui, le service militaire qui pourrait faire son retour dans une version revisitée. On parlera aussi des violences économiques faites aux femmes, un angle encore trop méconnu des violences conjugales, mais qui touchent des milliers de foyers. Côté santé, l'heure est aux vaccins hivernaux avec un point sur la campagne et sur la mobilisation autour du don du sang, fortement sollicité en cette fin d'année. Et puis un regard à l'international avec une avancée encourageante dans les efforts de paix en Ukraine. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité ce jeudi, à Hong Kong, les secours luttent toujours contre l'incendie qui a ravagé un complexe immobilier en rénovation. Le bilan s'élève désormais à au moins 44 morts et des centaines de personnes restent portées disparues. La police a interpellé 3 cadres de l'entreprise responsable des travaux. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des matériaux ne respectant pas les normes de sécurité incendie. Aux États-Unis, Donald Trump a qualifié d'acte de terreur la fusillade qui a grièvement blessé 2 membres de la garde nationale à Washington. Les militaires restent dans un état critique et le mobile de l'attaque n'est pas encore connu. Le président américain affirme que le suspect arrêté est un homme arrivé d'Afghanistan en 2021. Il en a profité pour critiquer la politique migratoire de Joe Biden et annoncer un réexamen des dossiers des personnes venues d'Afghanistan durant le mandat de son prédécesseur. À Tahiti, 4 corps ont été retrouvés après le glissement de terrain qui a enseveli 2 maisons hier. Selon le haut-commissaire de la République en Polynésie, il reste encore 4 personnes portées disparues, a précisé Alexandre Rochat auprès de Polynésie la Première. Le drame s'est produit à Faïti, une commune de 6 000 habitants, après une semaine de fortes pluies. Le Sénat ouvre cet après-midi l'examen du budget de l'État pour 2026. Parmi les mesures prévues, impôt sur le revenu, taxation ciblée des entreprises et des ménages les plus aisés et baisse des dépenses publiques. Les sénateurs commenceront par étudier le volet recettes avant de passer à la partie dépenses. À partir du 4 décembre, les députés n'avaient pas pu aller aussi loin, la section recettes ayant été rejetée le week-end dernier. L'OGC Nice se déplace ce soir sur la pelouse du FC Porto en Ligue Europa, un véritable match de la dernière chance après 4 défaites dans la compétition. Le gym doit aussi faire oublier la lourde claque reçue face à l'OM, 5 buts contre 1 but, et tenter de mettre fin à une série noire, 15 matchs sans la moindre victoire en Europe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ-FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, la France pourrait tourner une nouvelle page de son histoire militaire et citoyenne. Emmanuel Macron doit annoncer l'instauration d'un service militaire volontaire, un dispositif en réflexion depuis plusieurs mois dans un contexte international de plus en plus tendu. Yana Primovici. Le service militaire volontaire est un projet à l'étude depuis plusieurs mois. Ce mardi 25 novembre, le président français Emmanuel Macron a reconfirmé la création de ce nouveau service national. Et aujourd'hui, c'est la grande journée pour les jeunes citoyens de la France, où le président va annoncer l'instauration du service militaire volontaire dans le pays. Cette annonce marque un tournant important. On se souvient que celui qui était obligatoire a été suspendu en 1997 par Jacques Chirac. Depuis, les jeunes ne participent qu'à une simple journée de préparation à la défense. Emmanuel Macron met fin au service national universel. Il veut le remplacer par une nouvelle façon pour les jeunes de s'engager dans les armées. Alors à quoi va servir ce nouveau service ? Le service militaire volontaire, brièvement SMV, s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, surtout ceux qui sont éloignés de l'emploi, la possibilité d'apprendre un métier ou d'acquérir une première expérience professionnelle dans l'un de ces 7 centres. L'idée, c'est de leur offrir un cadre solide, basé sur les valeurs militaires, pour les aider à se former et à trouver un métier. Concrètement, ils pourront se former à plus de 50 métiers dans les 4 grands secteurs. 1. L'agriculture et l'agroalimentaire. 2. Le BTP et les métiers industriels. 3. Les services aux entreprises et à la sécurité. Et enfin, la logistique, l'automobile et les machines. Et combien de jeunes seront concernés ? De la première année, entre 2000 et 3000 volontaires devraient rejoindre le dispositif. Mais l'objectif est beaucoup plus ambitieux, monter jusqu'à 50 000 jeunes par an. La durée envisagée est d'environ 10 mois, avec une rémunération de plusieurs centaines d'euros. Ce service marque aussi la fin du service national universel qui va être transformé. Merci Yana. Cette annonce est très attendue. Elle pourrait changer la place des jeunes dans l'armée française et marquer le retour d'un engagement national plus clair et mieux encadré.
Près d'une femme sur 4 a subi cette année des violences économiques de la part de son conjoint, chiffre d'un sondage de l'IFOP révélé lundi par France Info, un phénomène invisible pourtant bien réel et pas nouveau, comme le confirme Mélodie Gomez, chef du service juridique et psychologique au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Alpes-Maritimes. 25%, ça m'étonne pas. C'est un minimum, en fait, les violences économiques, administratives. Et c'est le squelette de tout le reste. On est sur des actifs, voire même des jeunes. Et en effet, en tout cas, au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, on reçoit ce type de public dans le pôle juridique. Environ 1000 à 1150 victimes à l'année. Si elles augmentent, je me dirais qu'en fait, elles augmentent parce qu'il y a plus de victimes qui en parlent. Mais nous, peut-être 85-90% des victimes nous parlent des violences conjugales. Et ça n'a pas changé. Quand vous sentez que vous êtes dans un couple où il se passe quelque chose que vous ressentez comme étant pas normal, entravante, qui vous freine, prenez rendez-vous auprès des travailleurs sociaux, auprès des associations spécialisées comme le CIDFF, parce qu'avec votre récit, on pourra vous nommer les choses s'il s'agit de violence ou pas, et vous proposer des solutions en fonction de ce que vous vivez. Des propos recueillis par Thomas Noël. Les solutions, pouvoir ouvrir en urgence un compte bancaire en 48 heures, demander une aide financière immédiate auprès de la CAF et bien sûr se rapprocher des associations spécialisées. Pour rappel, le 3919 reste le numéro d'écoute et d'orientation pour les victimes. Près de 8 millions de Français se sont déjà fait vacciner contre la grippe depuis le début de la campagne de prévention. C'est 21% de plus que l'année dernière, soit 1,5 million de personnes selon les pharmaciens. Daniel Kolchanov a interrogé Ilham, pharmacienne, qui ressent fortement cette hausse de demande, surtout en hiver. Cette année, on a beaucoup de demandes, Covid et grippe. Covid aussi, j'étais étonnée cette année, mais vraiment aussi une hausse. Il y a eu une pénurie aussi de vaccins l'année dernière. Donc de ce fait, je pense que cette année, les gens ont eu peur d'avoir une rupture sur ce vaccin. Donc ils se sont précipités à venir se vacciner rapidement. Maintenant ils ont plus confiance au vaccin, comme celui de la grippe. Ils se sont habitués, donc ils ont plus confiance à la vaccination, aux effets secondaires. Parce qu'il y a beaucoup plus de pathologies, donc ils ont peur, ils sont plus fragilisés, ils ont peur de choper des virus, donc ils se vaccinent bien sûr Covid et grippe, plus en hiver. Oui. L'année dernière, ce sont 17 000 morts qui ont été enregistrés à cause de la grippe en France. À Nice, la Maison du Don a lancé lundi sa semaine vintage autour du don du sang et du plasma. Jeux rétro, bornes d'arcade et ambiance années 80, l'établissement français du sang espère convaincre 200 personnes de franchir la porte cette semaine. Un reportage signé Héloïse Karlicki. À la Maison du Don de Nice, l'EFS mise sur une semaine thématique pour encourager les dons en cette fin d'année. Objectif, maintenir les réserves de sang suffisantes pour répondre aux besoins constants des patients. Sur place, la chargée de développement Andrea Torza-Boubiani nous explique en quoi cette opération vintage est essentielle à cette période de l'année. Alors en fait, souvent on met ces semaines à thème sur des moments où on sait qu'on va avoir un peu moins de donneurs. En fait, c'est pas vraiment un événement pour recruter des nouveaux donneurs. C'est surtout en fait pour fidéliser les donneurs qu'on a déjà et pour proposer une petite expérience sympa en plus du don, où ils vont se dire je me souviens quand je suis allée sur cette semaine-là, il y avait la borne d'arcade, et donc du coup peut-être plus apte à en parler autour d'eux et à essayer de mobiliser aussi leur entourage à venir. Chaque année, près de 170 000 donneurs quittent les fichiers en raison de la limite d'âge. Alors, l'EFS compte aussi sur la jeunesse pour prendre le relais. Gabriel, 20 ans, explique l'importance pour lui de donner son sang. Le déclenchement, c'est surtout pour une amie qui a déclenché une leucémie à 20 ans. Quand ça s'est passé, les taux de sang de dons en France étaient au plus bas, et c'est ce qui m'a poussé justement à les donner, et maintenant je viens donner régulièrement. Et là, je sais qu'à chaque fois, il y a des animations comme ça. J'ai pas tout testé, je sais, il y a 2 ou 3 jeux d'arcade, pas ma génération du coup j'ai découvert. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore sauté le pas cette semaine, l'opération se poursuit jusqu'au 29 novembre. Merci Héloïse. Un mot d'international avec un nouvel épisode dans le marathon diplomatique autour de l'Ukraine. Plusieurs réunions se sont tenues en début de semaine. Les dirigeants européens affirment enfin voir une fenêtre d'avancée dans les discussions de paix. Une avancée, mais pas un accord, Thomas Noël. Et oui Léa, et si l'on pouvait croire qu'un simple cadre diplomatique suffirait à amorcer la paix, la réalité rappelle que c'est beaucoup plus compliqué. Le plan américain initialement à 28 points a été retravaillé après de fortes critiques envers sa version jugée trop favorable à Moscou, des points comme la cession de Donetsk, des limites à l'armée ukrainienne ou le renoncement à l'OTAN, mais les négociateurs assurent qu'ils ont retravaillé le texte pour renforcer la souveraineté et la sécurité ukrainienne. À Washington, le président américain a annoncé l'envoi d'un émissaire spécial, Steve Witkoff, à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine la semaine prochaine. Hier, le Kremlin s'est déclaré prêt à regarder le plan américain, mais reste très prudent. Pas d'accord sans garantie.
Une décision prise malgré l'opposition persistante de certains sénateurs américains qui jugent le plan encore trop favorable à la Russie. De son côté, Kiev ne ferme pas la porte. Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à aller à Mar-a-Lago pour relancer directement les discussions avec Washington si Moscou ne change pas d'attitude. Alors oui, il y a des signaux, un plan retravaillé, des missions diplomatiques, des discussions vertes, mais l'équilibre reste très fragile et surtout rien ne garantit la paix. Rien ne garantit que la paix sera le résultat. Car sur le terrain, la guerre continue. Hier encore, une frappe russe a tué 7 personnes et fait 19 blessés. Un rappel brutal que les discussions diplomatiques ont lieu dans une réalité toujours sanglante. Prochaine étape donc, le déplacement de Steve Witkoff à Moscou et le possible sommet Trump-Zelensky. Reste à voir si ce frémissement diplomatique peut enfin devenir un véritable chemin vers la paix. Merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine. Dans un instant, ils partageront leur coup de cœur du moment, mais juste avant, on rend hommage à une légende du reggae qui s'est éteinte lundi à l'âge de 81 ans. C'est Jimmy Cliff avec I Can See Clearly Now sur EDJ-FM. C'était Jimmy Cliff avec I Can See Clearly Now sur EDJ-FM et on enchaîne tout de suite avec nos cartes blanches. Les chroniqueurs vous partagent leur coup de cœur ou leur rendez-vous manqué du moment, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, une initiative locale, bref, ce qui les a marqués cette semaine. Et on commence avec vous Thomas, vous allez nous parler d'un film qui vient de sortir mais dont on n'a presque pas entendu parler, After the Hunt de Luca Guadagnino. Et oui Léa, After the Hunt est sorti le 20 novembre mais uniquement sur Prime Video. Un choix vraiment étrange pour un réalisateur de cette envergure. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Luca Guadagnino, c'est l'italien derrière Challengers, l'hyper controversé Queer, Bigger Splash et surtout Call Me By Your Name qui avait révélé Timothée Chalamet au grand public en 2017. Sauf que cette fois, 2h20 est probablement le pire de sa filmographie. Et qu'est-ce qui ne va pas Thomas avec ce film ? Eh bien tout Léa. C'est censé être un thriller à la croisée d'Hitchcock et du Woody Allen des grandes années, un film qui voudrait questionner l'ère post-MeToo, d'où le titre, mais on se retrouve avec de longs dialogues où rien n'avance. Un faux suspense étiré jusqu'à l'épuisement et une mise en scène qui tourne en rond. Alors oui, c'est bien filmé, les acteurs sont bons, mais l'histoire n'a absolument aucun intérêt. Et la musique, mon Dieu, la bande-son est oppressante, mixée plus fort que les voix comme les vieux films mal restaurés. C'est un enfer sonore. Et puis il y a cette horloge. Qui pop de manière aléatoire, les scènes deviennent alors sourdes parce que apparemment tout n'est qu'une question de temps. Oui, merci. Le scénario tourne autour de quoi exactement ? D'une prétendue agression sexuelle à Yale. Un professeur de philo et son élève doctorante. Le film pose une question simple, est-ce que ça s'est réellement passé ? Sauf que Luca Guadagnino transforme tout ça en chamaillerie de cours d'école. La victime est une jeune femme noire et le réalisateur s'amuse à retourner un par un tous les clichés, au point qu'on finit spectateur par soupçonner le film de suggérer qu'elle invente tout pour exister. Très mauvais élève car rédigeant une thèse suspectée d'être une copie plagiée, la victime est fille d'une grande donatrice de l'école. Sur fond d'idées de justice, de cancel culture, de vérité subjective, le film aligne des tirades pseudo-philosophiques interminables qui ne donnent qu'une seule envie, ne surtout pas étudier dans cette université privée américaine. Et on se demande sérieusement où se situe le réalisateur. Ça peut provoquer, mais ça ne choque jamais. Ça veut réfléchir, mais ça ne dit rien de profond. Ça veut interroger, mais ça n'assume aucune position claire. Et où est la justice institutionnelle dans tout ça ? Et les autres acteurs, ils arrivent quand même un peu à sauver le film ? Pas vraiment. Andrew Garfield est décevant. Ayao Edebiri, qu'on adore dans The Bear, joue bien, mais dans un rôle tellement plat et caricatural qu'elle ne peut rien sauver. Il y a Michael Stuhlbarg, qui est excellent. Son personnage est seul raisonnable du film, mais évidemment, Guadagnino le relègue au second plan. Un personnage passif, en retrait, qui aurait mérité tellement mieux. Bon, du coup, un film à recommander quand même et qu'on peut aller voir cette semaine au cinéma ? Eh bien justement, en parlant de justice, Dossier 137, sorti la semaine dernière du même réalisateur que La Nuit du 12, qui n'a ici rien à voir avec le naufrage After the Hunt. Ici, la crise des Gilets jaunes est abordée à travers une enquête sur des violences policières menée par Léa Drucker qui est exceptionnelle. C'est un film tendu, solide, sincère, parfois démagogue mais assumé. Réalisé comme une fiction mais avec des codes du documentaire, inspiré de faits réels et porté par un scénario précis, fluide, où chaque scène fait avancer l'histoire. Et surtout,
C'est un film qui rappelle que l'art est politique. N'en déplaise à ceux qui n'y croient plus, mais l'art peut encore nous révolter, nous mettre face à nos institutions. On en sort en colère, choqué, réveillé. Exactement ce que After the Hunt aurait aimé être, mais n'a jamais réussi. Dossier 137, réalisé par Dominique Moll, est en compétition officielle pour la Palme d'Or à Cannes cette année. Sa première semaine en salle a rassemblé près de 200 000 spectateurs, ce qui en fait un très bon démarrage. On lui souhaite de poursuivre sur cette lancée. On part maintenant au Danemark avec un thriller aussi sombre que brillant, Octobre de Søren Sverdstrup, un roman qui a fait frissonner plus d'un lecteur, Léa Canet. Il y a des livres qui ne se contentent pas de nous tenir en haleine. Ils nous prennent à la gorge, ils nous happent. Et quand on les referme, on reste un instant immobile, le cœur battant. Octobre de Søren Sverdstrup, c'est exactement ça. Un polar venu du Nord, aussi haletant qu'inquiétant, aussi intelligent que terriblement humain. Tout commence par une scène qu'on n'oublie pas. Un matin gris, dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le corps mutilé d'une jeune femme. À côté d'elle, un petit bonhomme fabriqué avec des marrons et des allumettes. Un jouet d'enfant posé comme une signature. Et sur cette figurine, un détail impossible, les empreintes digitales d'une fillette disparue un an plus tôt, la fille d'une ministre très en vue. Dès cet instant, on sait qu'on tient quelque chose de fort. Et encore, ce n'est que la première secousse. Sverdstrup, c'est le créateur de The Killing, la série culte danoise qui a réinventé le polar télévisé. Ici, il transpose son sens du rythme et du suspense dans un roman d'une efficacité redoutable. Les chapitres sont courts, tranchants, les points de vue se croisent, les révélations s'enchaînent. C'est un livre qu'on lit comme on regarde une série, un épisode, puis un autre, puis encore un, incapable de s'arrêter. Mais Octobre, ce n'est pas qu'un grand thriller, c'est aussi une plongée dans les zones d'ombre d'une société qui se veut irréprochable. Parce que derrière la traque, il y a aussi tout ce que Sverdstrup raconte du Danemark et de nous. Sous l'intrigue policière, il y a une réflexion profonde sur la protection de l'enfance, sur la faillite des institutions, sur la douleur des parents qui cherchent à comprendre. Sverdstrup montre que le mal ne naît pas dans le vide, il pousse dans les silences, dans les oublis, dans les négligences. Le fameux bonhomme en marron, symbole d'innocence, devient ici le totem d'une enfance trahie. Et au cœur de cette mécanique, évidemment, il y a les enquêteurs. Naya Tulin et Mark S. sont à l'image du roman, humains, fragiles, abîmés. Ils ne sont pas des héros parfaits, mais des êtres cabossés qui avancent malgré tout. Leur duo fonctionne à merveille, elle méthodique et tendue, lui intuitif et rebelle. Ensemble, ils affrontent non seulement le tueur, mais aussi leurs propres fantômes. Ce qui rend Octobre si fort, c'est sa capacité à mêler la tension pure du thriller à une émotion vraie. On frissonne pour le suspense, mais aussi pour ce qu'il raconte de nous, la peur de perdre, la culpabilité, la responsabilité collective. Sverdstrup nous force à regarder ce que la société préfère ignorer, les enfants qu'on n'écoute pas, les failles qu'on recouvre de discours politiques, les drames qu'on enterre pour ne pas déranger. C'est ça le génie de Sverdstrup, transformer un polar en miroir. On y entre pour l'enquête, on en ressort bouleversé par tout le reste. Il réussit là où beaucoup échouent, créer du suspense sans sacrifier l'émotion, dénoncer sans asséner, raconter sans expliquer trop. Octobre, c'est donc un grand thriller nordique, un vrai, mais c'est aussi un roman sur la responsabilité, sur les cicatrices de l'enfance et sur le prix du silence. Un livre d'une noirceur élégante, d'une intensité rare qui prouve qu'on peut écrire un page-turner sans renoncer à la profondeur. Alors si vous aimez les thrillers qui vous font frissonner autant qu'ils vous remuent, si vous aimez ces histoires où la pluie ne tombe pas seulement sur la ville mais aussi sur les âmes, plongez dans Octobre. Mais attention, une fois ouvert, impossible de le lâcher. Octobre de Søren Sverdstrup est à retrouver aux éditions Le Livre de Poche. Et pour prolonger le frisson, vous pouvez retrouver son adaptation sur Netflix. Elle enchaîne les hits, fait exploser les réseaux sociaux et vient tout juste de clôturer une tournée qui aura marqué sa carrière à jamais. Sabrina Carpenter a tiré sa révérence dimanche à Los Angeles pour la dernière date de son Short and Sweet Tour, un show devenu un phénomène mondial entre mise en scène spectaculaire et univers pop ultra esthétique. Héloïse Carlicki. Les fans pop de musique n'ont pas pu passer à côté. Dimanche 23 novembre s'est déroulée la dernière représentation du Short and Sweet Tour de Sabrina Carpenter. Une tournée mondiale, comme vous l'avez dit Léa, qui a marqué un tournant majeur dans la carrière de la jeune femme. Commencé en 2024, le Short and Sweet Tour comptabilise au total 72 shows répartis entre Amérique du Nord et Europe. La France a accueilli 2 de ses concerts en mars 2025 à l'Accor Hotel Arena de Paris. Et pour y avoir assisté, le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle est pensé de A à Z pour transporter le public dans un univers glamour et cinématographique. Et qu'est-ce qui rend ce spectacle si unique par rapport à d'autres tournées pop précédant celle-ci ? Alors dans ce show d'1h30, Sabrina plonge son public dans un véritable mini-film pop. Elle ouvre le concert sur une mise en scène théâtrale entre bain moussant, humour et sensualité assumée. Sur scène, elle alterne tableaux ultra esthétiques et chorégraphie millimétrée, toujours entourée de ses danseurs.
danseurs. Et visuellement, à quoi ressemble cet univers une fois dans la salle ? Avec ses looks tout aussi tape à l'œil, Sabrina réussit à titiller la curiosité du public, impatient chaque soir de découvrir quel body a choisi la jeune femme pour son entrée sur scène. Des bodys scrupuleusement sélectionnés en fonction du pays où elle performe. Dimanche dernier, elle arborait un body The End marquant la fin de l'ère short and sweet. Jupe, corset pailleté, satin, dentelle ou encore porte-jartel, à 26 ans, la chanteuse n'a pas peur de bousculer et c'est peut-être là toute la recette de son succès. Dans l'ère des réseaux sociaux où chaque performance est scrutée et analysée, on le sait, Sabrina a su se démarquer. Ce n'est pas seulement avec ses tenues qu'elle réussit à capter l'attention de son public, mais aussi avec sa célèbre Juno Position, devenue un moment culte lors de ses concerts. Avec humour et autodérision, elle invente chaque soir une nouvelle position inspirée de Juno, l'un des titres de son 6e album. Lors du show, elle dialogue aussi avec la foule, improvise, interpelle et fait tourner une bouteille sur scène pour choisir une reprise surprise, rendant chaque date de la tournée unique. Paris a ainsi eu le droit à son Lady Marmelade. Et si le second degré de la chanteuse a pu faire parler ses détracteurs sur les réseaux sociaux, Sabrina n'a jamais donné crédit à ses critiques, bien au contraire. Cette tournée, Héloïse lui a aussi donné un nouvel élan musical, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait Léa. En août 2025, Sabrina dévoile Men's Best Friend, son 7e opus, seulement 6 mois après la version deluxe de Short and Sweet. Elle intégrera progressivement quelques titres de cet album dans sa tournée, pensée avant tout pour elle. Ce nouveau disque prouve qu'elle peut enchaîner les succès. Main Child se hisse ainsi immédiatement en tête du Billboard Top 100. Pour sa dernière représentation du Short and Sweet Tour, Sabrina a laissé échapper quelques indices, laissant espérer à ses fans une nouvelle tournée ou une version de luxe de Men's Best Friend qui pourrait être en préparation. Il ne leur reste donc plus qu'à attendre. Merci Héloïse pour cette plongée dans l'univers de Sabrina Carpenter. Merci aux chroniqueurs pour ces cartes blanches. On reste dans l'univers culturel avec l'agenda de la semaine. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels du week-end à Nice et dans la région avec vous, Jade Monquois. On commence très fort ce samedi avec un voyage dans le temps à la bibliothèque Raoul Mille. Un professeur décortique les arts de la table sous Marie-Antoinette. C'est chic et historique. Attention, c'est sur inscription. Et le soir, on va chercher la nostalgie au Stockfish avec la fête Bleu-Mont-Jules. Une soirée rétro, ambiance belle époque, mais avec le beat d'aujourd'hui. Rendez-vous 19h, avenue François Mitterrand. Et pour le reste du week-end, on a de quoi faire. Si vous êtes plutôt découverte et mystère, vous aurez l'occasion d'aller visiter la crypte, vous explorerez les anciennes fortifications de la ville, découvertes grâce au tramway. Pensez cependant à choisir votre créneau, 14h, 15h ou 16h. Et pour un peu de paillettes, l'Opéra de Nice accueille la comédie musicale américaine Compagnie. C'est moderne, ça parle d'amitié et de solitude. L'occasion de se faire une soirée Broadway à prix abordable. On finit en beauté ce dimanche avec le cinéma. La Cinémathèque de Nice programme le film culte Les Hommes du Président, le scandale du Watergate, le grand Robert Redford, un classique à ne pas manquer, de nouveau sur grand écran à 15h30 au Mégarama Vauban. Alors ce week-end, vous avez de quoi faire. De la nostalgie à la fête, des fouilles archéologiques en passant par l'opéra et le cinéma culte, il y en a pour tous les coups. Merci Jade, voilà pour les sorties du week-end à Nice. On fait maintenant le point sur la météo et aujourd'hui, un début de journée bien couvert, un après-midi plus léger avec un ciel peu nuageux, puis une soirée qui se charge à nouveau, température entre 9 et 19 degrés. Demain, atmosphère sombre le matin avec un ciel très nuageux, puis un après-midi voilé, les températures seront plus fraîches entre 5 et 15 degrés. Samedi, un peu de luminosité au réveil avec un ciel peu nuageux, avec un voile qui s'installe pour l'après-midi et la soirée, comptez entre 6 et 15 degrés. Et dimanche, pas de surprise, un ciel voilé du matin au soir avec des températures stables, toujours entre 6 et 15 degrés. Voilà pour la météo, gardez une petite couche en plus le matin et profitez des rares éclaircies quand elles passent. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon de l'actualité et pour avoir partagé leur coup de cœur. Merci à Daniel Kolchanov à la régie et enfin merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDJ FM.